Vous savez, ce qui me brise le cœur en tant que psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, qui arrivent dans mon cabinet avec cette question déchirante gravée dans leurs yeux fatigués. Pourquoi est-ce que je me sens si seul alors que tout le monde me dit que je devrais chercher quelqu'un? Pourquoi est-ce que la société me fait sentir incomplète simplement parce que je n'ai pas de partenaire à 60 ans? Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, peut-être même vous mettre en colère au début, mais qui pourrait aussi vous libérer d'un poids que vous portez depuis trop longtemps sans même vous en rendre compte. Il existe des raisons psychologiques profondes, scientifiquement validées, pour lesquels ne pas avoir de partenaire après 60 ans peut être non seulement acceptable, mais carrément bénéfique pour votre santé mentale, votre épanouissement personnel et votre vitalité. Oui, vous avez bien entendu, je ne suis pas en train de vous consoler avec des platitudes. Je suis en train de vous parler de recherches sérieuses qui démontrent que cette pression sociale que vous ressentez pour trouver absolument quelqu'un est non seulement injustifiée, mais potentiellement toxique pour votre bien-être. Imaginez-vous un instant, c'est dimanche après-midi, vous êtes confortablement installé dans votre salon avec une tasse de thé, un bon livre que vous aviez envie de lire depuis des mois, la lumière douce de l'après-midi, par la fenêtre, vous êtes en paix, vraiment en paix. Et puis soudain, votre téléphone sonne, c'est votre ami bien intentionné qui vous demande pour la énième fois si vous allez essayer cette application de rencontre dont tout le monde parle, ou pire encore, votre fille qui vous dit avec ce ton légèrement condescendant qu'elle s'inquiète pour vous, qu'elle ne veut pas que vous finissiez seul. Comme si être seul était une maladie honteuse, comme si votre valeur en tant que femme dépendait de votre capacité à attirer et retenir un homme à vos côtés, et vous raccrochez avec ce sentiment familier qui vous serre la gorge, cette petite voix intérieure qui murmure peut-être qu'elles ont raison, peut-être que quelque chose ne va pas chez moi, peut-être que je devrais faire plus d'efforts, peut-être que je suis égoïste de vouloir simplement vivre ma vie comme je l'entends. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la force de ma conviction professionnelle et personnelle, si vous ne comprenez pas maintenant, vraiment maintenant, que cette pression sociale n'est qu'une construction culturelle qui ne repose sur aucune base scientifique solide concernant votre bonheur réel. Vous risquez de passer les plus belles années de votre vie à courir après quelque chose dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Vous risquez de compromettre votre paix intérieure durement acquise pour satisfaire les attentes des autres. Vous risquez de vous retrouver dans une relation médiocre simplement parce que vous avez cédé à cette peur paralysante de finir seul. Et croyez-moi, j'ai vu trop de femmes extraordinaires sacrifier leur liberté, leur authenticité, leur joie de vivre sur l'autel de cette peur irrationnelle. J'ai vu des femmes brillantes accepter des compromis inacceptables, tolérer des comportements irrespectueux, renoncer à leur passion et à leurs rêves simplement parce qu'elles avaient intériorisé ce message toxique que leur valeur dépendait de leur statut relationnel. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, si vous ne prenez pas conscience de cette dynamique maintenant, vous ne risquez pas seulement de gaspiller votre temps et votre énergie dans une quête qui ne vous correspond peut-être pas. Vous risquez aussi de développer ce que nous appelons en psychologie une dépendance affective tardive, un besoin compulsif de validation externe qui érode progressivement votre estime de vous-même. Vous risquez de perdre contact avec cette femme forte et autonome que vous avez mis des décennies à construire. Cette femme qui a survécu à des épreuves, qui a élevé des enfants, qui a construit une carrière, qui a développé des amitiés profondes, qui a cultivé des passions. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que pendant que vous vous épuisez à essayer de correspondre à un idéal qui ne vous convient peut-être pas, pendant que vous vous jugez sévèrement pour ne pas avoir trouvé quelqu'un, pendant que vous vous comparez aux couples que vous voyez sur les réseaux sociaux en vous demandant ce qui ne va pas chez vous, vous passez à côté de la richesse extraordinaire de votre vie actuelle, vous ne voyez plus toutes les possibilités magnifiques qui s'offrent à vous précisément parce que vous êtes libre, autonome, disponible pour vous-même. Et si je vous disais que j'ai accompagné des centaines de femmes dans votre situation et que celles qui ont trouvé le plus grand épanouissement après 60 ans ne sont pas nécessairement celles qui ont trouvé un nouveau partenaire, mais celles qui ont eu le courage de remettre en question cette injonction sociale, celles qui ont osé se demander ce qu'elles voulaient vraiment pour elles-mêmes plutôt que ce que la société attendait d'elles, celles
qui ont compris que leur valeur ne dépendait pas de leur capacité à séduire ou à plaire, mais de leur capacité à vivre en accord avec leurs propres besoins et désirs. Et avant que vous pensiez que je suis en train de vous dire de renoncer à l'amour ou aux relations, laissez-moi être très clair, je ne suis pas en train de dire que les relations sont mauvaises ou que vous ne devriez jamais en avoir une. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé et beaucoup plus libérateur. Je suis en train de vous dire que vous avez le droit absolu et légitime de choisir une vie sans partenaire si c'est ce qui vous convient vraiment, et que ce choix peut être non seulement valide mais optimal pour votre bien-être psychologique. D'ailleurs, avant de continuer, si vous ressentez déjà un petit frisson de reconnaissance en écoutant ces mots, si quelque chose en vous commence à se détendre, comme si on vous donnait enfin la permission d'être vous-même, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous allons explorer ensemble des territoires que peu de gens osent aborder avec honnêteté. Nous allons déconstruire ensemble les mythes qui vous empêchent de vivre pleinement, et je vous promets que chaque vidéo sera un espace de vérité, de respect et d'autonomisation, parce que vous méritez d'avoir accès à des informations qui vous libèrent plutôt qu'à des injonctions qui vous emprisonnent. Alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez cette communauté de femmes courageuses qui ont décidé de vivre selon leurs propres termes. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse vraiment, ces raisons psychologiques profondes pour lesquelles ne pas avoir de partenaire après 60 ans peut être un choix parfaitement sain et même bénéfique. Et je veux que vous compreniez que je ne vous parle pas de résignation. Je ne vous parle pas de faire contre mauvaise fortune bon cœur, je vous parle d'un choix actif, conscient, basé sur une compréhension profonde de qui vous êtes et de ce dont vous avez vraiment besoin pour vous épanouir à ce stade de votre vie. Parce que voyez-vous, la psychologie a longtemps été biaisée par des présupposés culturels qui considéraient le couple comme la norme absolue du bonheur adulte, mais les recherches plus récentes, celles qui prennent vraiment en compte la diversité des expériences humaines et particulièrement des expériences féminines, nous raconte une histoire beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante. La première raison psychologique dont je veux vous parler touche au cœur même de votre identité. Après 60 ans, vous avez enfin atteint ce que nous appelons en psychologie du développement une consolidation identitaire. Vous savez qui vous êtes. Vous avez traversé suffisamment d'expériences pour avoir développé une compréhension profonde de vos valeurs, de vos besoins, de vos limites, de vos passions. Vous n'êtes plus cette jeune femme qui se cherchait, qui se définissait en partie à travers le regard des autres, qui était prête à se modifier pour plaire ou pour correspondre à tant tenant. Vous êtes devenu vous-même dans toute votre complexité et votre richesse. Et c'est précisément cette consolidation identitaire qui peut entrer en conflit avec les compromis qu'exige inévitablement une relation de couple, parce qu'une relation aussi belle soit-elle, implique toujours des négociations, des ajustements, des compromis sur la manière dont vous utilisez votre temps, votre espace, votre énergie. Et après avoir passé des décennies à vous occuper des autres, à adapter vos besoins à ceux de vos enfants, votre conjoint précédent peut-être, de vos parents, vieillissant, de vos collègues, vous avez enfin atteint un moment de votre vie où vous pouvez vous mettre au centre, où vous pouvez décider de votre emploi du temps selon vos propres désirs, où vous pouvez cultiver vos passions sans avoir à justifier ou à négocier. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Françoise, une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques années. Françoise avait 63 ans quand elle est venue me voir. Elle était divorcée depuis 5 ans et elle me disait avec une sorte de honte dans la voix qu'elle n'arrivait pas à s'intéresser vraiment aux hommes qu'elle rencontrait. Elle avait essayé les sites de rencontres, elle était sortie avec plusieurs hommes tout à fait convenables selon ses propres mots. Mais à chaque fois, elle finissait par trouver des excuses pour ne pas donner suite et elle se demandait ce qui n'allait pas chez elle, pourquoi elle était si difficile, si fermée. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois et progressivement, Françoise a réalisé quelque chose de fondamental. Ce n'était pas qu'elle était incapable d'aimer ou trop exigeante, c'était simplement qu'elle avait
enfin découvert le plaisir de vivre selon ses propres termes et qu'inconsciemment, elle protégeait férocement cette liberté nouvellement acquise. Elle s'était levée tous les matins pendant 40 ans en fonction des besoins des autres. Et maintenant qu'elle pouvait enfin se lever quand elle voulait, lire au lit, jusqu'à 2 heures du matin, si ça lui chantait, partir en voyage, sur un coup de tête, passer ses week-ends à peindre dans son atelier sans interruption. L'idée de devoir à nouveau coordonner sa vie avec quelqu'un d'autre lui semblait non pas romantique, mais épuisante. Et vous savez quoi ? Quand Françoise a enfin accepté que c'était parfaitement légitime, quand elle a arrêté de se juger pour ce qu'elle ressentait, quand elle s'est donné la permission de vivre seule, non pas par défaut, mais par choix, son niveau d'anxiété a chuté de manière spectaculaire. Elle a retrouvé une joie de vivre qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La deuxième raison psychologique est intimement liée à ce que nous appelons la charge mentale et émotionnelle. Et ici, je vais peut-être vous faire rire un peu, mais c'est du rire qui fait du bien parce qu'il libère. Combien d'entre vous ont passé des décennies à gérer non seulement leur propre vie émotionnelle, mais aussi celle de leur partenaire, à être celle qui se souvient des anniversaires, qui anticipe les besoins, qui gère les conflits familiaux, qui rassure, qui encourage, qui soutient. Je ne dis pas que c'est mal de faire tout ça, je dis simplement que c'est épuisant et que les recherches montrent de manière très claire que dans les couples hétérosexuels, ce sont encore majoritairement les femmes qui portent cette charge émotionnelle, même après 60 ans. Même quand les enfants sont partis, même quand la retraite est là, vous vous retrouvez à gérer l'humeur de monsieur, à l'encourager à voir ses amis parce qu'il ne prend pas d'initiative sociale, à organiser les activités du couple parce que sinon vous finiriez par regarder la télévision tous les soirs. Et franchement, après avoir porté cette charge pendant des décennies, n'est-ce pas délicieusement libérateur de n'avoir à gérer que votre propre vie émotionnelle. J'ai une patiente, appelons-la Marie-Claire, qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Christophe, vous savez ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant, c'est que quand je rentre chez moi après une journée difficile, je n'ai pas à mettre mon masque de bonne humeur. » Je n'ai pas à demander comment s'est passée ta journée, chérie, alors que tout ce que je veux, c'est prendre un bain et lire mon livre. Je peux simplement être exactement dans l'état émotionnel où je suis sans avoir à le moduler pour quelqu'un d'autre. Et cette phrase capture parfaitement ce que je veux vous faire comprendre. Vivre seul après 60 ans vous permet une authenticité émotionnelle totale. Vous n'avez plus à performer, à être la bonne partenaire, la compagne compréhensive. Vous pouvez simplement être vous-même dans toute votre humanité avec vos hauts et vos bas sans avoir à les justifier ou à les adoucir pour ne pas affecter quelqu'un d'autre. Et puis il y a cette troisième raison qui touche à quelque chose de très profond, la relation à votre propre corps et à votre sexualité. Et ici je veux être très direct avec vous parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez franchement. La société a des attentes très spécifiques sur ce que devrait être la sexualité féminine après 60 ans. Soit vous êtes censé ne plus être intéressé et c'est considéré comme normal, soit si vous êtes encore intéressé, vous êtes censé l'être uniquement dans le cadre d'une relation de couple. Mais la réalité de nombreuses femmes est beaucoup plus nuancée. Certaines d'entre vous ont peut-être découvert après des années de sexualité conjugale parfois insatisfaisante que vous préférez finalement votre propre compagnie, que vous connaissez votre corps mieux que quiconque ne pourra jamais le connaître. Que vous n'avez pas envie de passer par toute cette phase d'apprentissage avec un nouveau partenaire qui a ses propres habitudes et attentes. D'autres ont peut-être découvert que leur libido a changé de nature, qu'elle n'est plus centrée sur la performance ou la relation, mais sur le plaisir personnel et l'exploration. Et devinez quoi ? C'est parfaitement normal et sain. Les recherches en sexologie montrent que les femmes post-ménopausées qui vivent seules rapportent souvent des niveaux de satisfaction sexuelle personnelle très élevés, précisément parce qu'elles sont libérées des attentes et des scripts sociaux qui dictaient leur sexualité dans le cadre du couple.
Elles peuvent explorer ce qui leur fait vraiment plaisir sans avoir à se préoccuper de satisfaire un partenaire, sans avoir à correspondre à une image de ce que devrait être une femme sexy à 60 ans. Et contrairement à ce que la société voudrait vous faire croire, la sexualité solitaire n'est pas un pis-aller triste, c'est une forme légitime et souvent très satisfaisante d'expression sexuelle qui mérite d'être reconnue et valorisée. Alors si vous êtes parfaitement heureuse avec votre vibromasseur et vos fantasmes et que vous n'avez aucune envie de vous lancer dans les complications d'une relation sexuelle avec un nouveau partenaire, vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas fermé. Vous êtes simplement en contact avec vos propres besoins authentiques. La quatrième raison psychologique concerne votre santé mentale et votre niveau de stress. Et ici, les données sont vraiment fascinantes, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Les études montrent que les femmes célibataires après 60 ans ne présentent pas des niveaux plus élevés de dépression ou d'anxiété que les femmes en couple. En fait, dans certaines études, c'est même l'inverse. Les femmes qui vivent seules par choix rapportent des niveaux de bien-être psychologique équivalents, voire supérieurs à ceux des femmes en couple. Et quand on creuse un peu pour comprendre pourquoi, on découvre quelque chose de très intéressant. Les femmes en couple après 60 ans rapportent souvent des sources de stress spécifiques liées à la relation, les conflits sur la manière de passer le temps libre, les différences dans les niveaux d'énergie et d'activité. Les tensions autour des questions de santé quand l'un des partenaires commence à avoir des problèmes, les frustrations liées aux différences dans les intérêts et les passions, et surtout quelque chose dont on ne parle presque jamais, la peur de devenir l'infirmière de leur partenaire. Parce que voyez-vous, statistiquement, les hommes vieillissent moins bien que les femmes, ils ont plus de problèmes de santé, ils meurent plus jeunes, et dans notre société, c'est encore largement attendu que ce soit la femme qui prenne soin de son partenaire malade. J'ai accompagné tellement de femmes qui ont passé les dernières années de leur vie de couple à s'occuper d'un mari malade, à gérer les rendez-vous médicaux, les traitements, le déclin progressif, et quand finalement elles se sont retrouvées veuves, épuisées émotionnellement et physiquement, l'idée de recommencer avec quelqu'un. D'autres leur semblaient tout simplement insupportables, et c'est une peur tout à fait légitime, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Vous avez le droit de vouloir consacrer vos années de vitalité à vous-même plutôt qu'à prendre soin d'un partenaire déclinant. Vous avez le droit de dire non, merci. J'ai déjà donné, maintenant c'est mon tour de vivre pour moi. Et cela m'amène à la cinquième raison psychologique, qui est peut-être la plus taboue de toutes, le simple fait que vous pourriez ne pas aimer suffisamment les hommes en tant que catégorie pour vouloir en avoir un dans votre vie quotidienne, et avant que vous pensiez que je suis en train de promouvoir la misandrie, vous pourriez tout simplement trouver la compagnie féminine plus enrichissante, plus facile, plus satisfaisante. Combien d'entre vous ont des amitiés féminines profondes où vous pouvez parler pendant des heures de sujets qui vous passionnent, où vous vous sentez vraiment comprise, où il y a cette facilité de communication, cette intelligence émotionnelle partagée, et puis vous passez du temps avec des hommes de votre génération et vous vous rendez compte que beaucoup d'entre eux n'ont tout simplement pas développé ces compétences relationnelles, qui monopolisent la conversation pour parler de leur sujet, qui ne posent pas de questions sur votre vie intérieure, qu'ils attendent encore que vous fassiez de travail émotionnel, de la... Et je sais que certaines d'entre vous vont dire « Mais Christophe, tous les hommes ne sont pas comme ça, et vous avez raison, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais suffisamment le sont pour que ce soit un pattern reconnaissable. » Et la question n'est pas de savoir s'il existe quelque part un homme merveilleux qui serait différent. La question est de savoir si vous avez envie de passer votre temps et votre énergie à chercher cette perle rare quand vous avez déjà une vie riche et satisfaisante avec vos amis, vos activités, vos passions. Parce que voyez-vous, et c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre à mes patientes, le coût d'opportunité d'une relation n'est pas juste le temps que vous passez avec cette personne, c'est aussi tout à quoi vous renoncez pour faire de la place à cette relation dans votre vie. C'est les voyages que vous ne faites pas parce qu'ils n'aiment pas voyager, c'est les cours de danse que vous ne prenez pas parce qu'ils trouvent ça ridicule, c'est les soirées avec vos amis que vous écourtez parce qu'ils vous attendent à la maison, c'est toutes ces petites et grandes façons dont vous vous adaptez, vous vous rétrécissez pour accommoder quelqu'un d'autre.
Maintenant, est-ce que vous vous demandez où je veux en venir avec tout ça? Est-ce que vous commencez à sentir que peut-être, juste peut-être, votre réticence à vous engager dans une nouvelle relation n'est pas un problème à résoudre, mais une sagesse à honorer? Parce que c'est exactement ce que je veux que vous compreniez, votre instinct, cette petite voix en vous qui dit non merci, je suis bien comme je suis. Cette voix n'est pas le symptôme d'un traumatisme non résolu ou d'une peur pathologique de l'intimité. C'est peut-être tout simplement votre sagesse intérieure qui reconnaît que vous avez enfin atteint un équilibre de vie qui vous convient et que vous n'avez aucune envie de le perturber. La sixième raison psychologique touche à quelque chose de fondamental dans la psychologie du développement adulte, le besoin de générosité et de contribution qui change de nature avec l'âge. Erik Erikson, un des grands théoriciens du développement psychologique, parlait de cette phase de la vie comme étant centrée sur ce qu'il appelait la générativité, c'est-à-dire le besoin de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, de transmettre, de laisser une trace. Et traditionnellement, on a pensé que cette générativité s'exprimait principalement à travers les enfants et les petits-enfants, mais ce que les recherches plus récentes montrent, c'est que les femmes sans partenaire après 60 ans trouvent souvent des moyens extraordinairement riches et variés d'exprimer cette générativité. Elles s'investissent dans le bénévolat, dans le mentorat de jeunes femmes, dans des projets créatifs, dans des causes qui leur tiennent à cœur, et elles le font avec une intensité et un engagement qui serait difficile à maintenir si elles devaient aussi investir de l'énergie dans une relation de couple. J'ai une patiente, Sylvie, qui après son divorce à 58 ans a commencé à donner des cours d'alphabétisation à des femmes migrantes. Et elle me disait que pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression de faire quelque chose de vraiment significatif, quelque chose qui utilisait toute son expérience, sa patience, son empathie. Et quand je lui ai demandé si elle envisageait de rencontrer quelqu'un, elle m'a regardé avec cet air un peu étonné et elle m'a dit « Mais Christophe, pourquoi est-ce que je voudrais ça? J'ai enfin trouvé ma place, j'ai enfin l'impression que ma vie a du sens. Pourquoi est-ce que je compliquerais tout ça avec une relation ?» Et vous savez quoi, elle avait absolument raison. Son sentiment de but et de signification ne venait pas d'une relation romantique, mais de sa contribution au monde, et c'était tout aussi valide, tout aussi précieux, peut-être même plus durable qu'une relation de couple. Et cela touche à quelque chose de très important que je veux que vous compreniez. La société nous a vendu cette idée que l'amour romantique est la forme suprême de connexion humaine, que c'est là que nous trouvons le plus de sens et de satisfaction, mais c'est tout simplement faux. C'est une construction culturelle qui a émergé relativement récemment dans l'histoire humaine, pendant la majeure partie de l'histoire et dans de nombreuses cultures encore aujourd'hui. Les gens trouvaient et trouvent du sens et de la connexion à travers toutes sortes d'autres relations, à travers la communauté, à travers le travail, à travers la spiritualité, à travers l'engagement social. Et il n'y a absolument aucune raison pour que vous vous sentiez obligé de conformer votre vie à ce modèle culturellement dominant, si ce n'est pas ce qui résonne avec vous. La septième raison psychologique concerne votre autonomie financière et matérielle. Et ici, je vais être pragmatique parce que la psychologie ne peut pas être séparée des réalités matérielles de la vie. Si vous avez réussi à atteindre 60 ans avec une certaine stabilité financière, que ce soit grâce à votre travail, à un héritage, à une pension de divorce, vous avez quelque chose de précieux, vous avez une indépendance matérielle qui vous permet de faire vos propres choix sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre, et entrer dans une nouvelle relation à ce stade de votre vie comporte des risques financiers réels dont on ne parle pas assez. Il y a les questions d'héritage, les enfants des deux côtés qui peuvent avoir des attentes conflictuelles, les différences dans les niveaux de richesse qui peuvent créer des déséquilibres de pouvoir, les habitudes de dépenses différentes qui peuvent générer des conflits, et dans le pire des cas, le risque réel d'abus financiers qui touche particulièrement les personnes âgées. J'ai accompagné plusieurs femmes qui avaient rencontré quelqu'un après 60 ans et qui s'étaient retrouvées dans des situations financières compliquées, voire catastrophiques, des hommes qui s'installaient progressivement dans leur vie et dans leur maison, qui commençait à faire des suggestions sur la manière de gérer l'argent, qui proposait des investissements douteux, qui empruntait de l'argent qu'ils ne remboursaient jamais, et ces femmes intelligentes, éduquées, qui n'auraient jamais pensé qu'elles pourraient se faire manipuler.
se retrouver piégés par leur désir de faire confiance, par leur envie de croire que cette fois c'était le bon, par la pression sociale qui leur disait qu'elles avaient de la chance d'avoir trouvé quelqu'un. Et quand finalement elles réalisaient ce que se passait, elles avaient déjà perdu non seulement de l'argent, mais aussi leur confiance en leur propre jugement. Alors oui, gardez votre indépendance financière en restant sans partenaire. C'est aussi une forme de protection psychologique. C'est vous assurer que personne ne peut prendre de décisions qui affectent votre sécurité matérielle sans votre consentement. C'est maintenir le contrôle total sur votre vie. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas de la méfiance pathologique, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous avez travaillé dur pour construire cette sécurité et que vous avez le droit de la protéger. La 8e raison psychologique touche à votre relation avec le temps et avec la mortalité. Et ici, nous entrons dans un territoire plus profond, plus existentiel. Quand vous avez 60 ans, vous avez une conscience très claire que le temps qui vous reste est limité, ce n'est pas morbide, c'est simplement réaliste. Et cette conscience change fondamentalement vos priorités. Vous ne voulez plus gaspiller votre temps dans des activités qui ne vous nourrissent pas vraiment, dans des relations qui ne vous enrichissent pas vraiment. Vous devenez beaucoup plus sélectif sur la manière dont vous investissez votre énergie vitale. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Les recherches en psychologie du vieillissement montrent que les personnes âgées deviennent naturellement plus sélectives dans leurs relations sociales. Elles préfèrent approfondir quelques relations significatives plutôt que d'en maintenir un grand nombre de superficielles. C'est ce qu'on appelle la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. Et dans ce contexte, la question devient, est-ce que vous voulez vraiment investir le temps et l'énergie considérable qu'exige la construction d'une nouvelle relation de couple, avec toute la phase de découverte, les ajustements, les inévitables déceptions quand vous découvrez que la personne n'est pas exactement ce que vous pensiez, les conflits qu'il faudra naviguer, ou est-ce que vous préférez investir ce temps précieux dans l'approfondissement de vos amitiés existantes, dans la poursuite de vos passions, dans la découverte de nouvelles facettes de vous-même, dans la simple appréciation de la vie telle qu'elle se présente. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, mais ce qui est important, c'est que vous vous la posiez honnêtement plutôt que de simplement suivre le script social qui dit que vous devriez chercher quelqu'un. J'ai un patient, bon d'accord, c'est un homme, mais son histoire illustre parfaitement ce point. Il s'appelle Bernard et il a 68 ans. Il est veuf depuis 6 ans et tout le monde autour de lui le pousse à rencontrer quelqu'un, ses enfants, ses amis. Même son médecin lui a suggéré que ce serait bon pour sa santé d'avoir une compagne. Et Bernard est venu me voir parce qu'il se sentait coupable de ne pas avoir envie de chercher quelqu'un. Il me disait, j'ai l'impression que je devrais vouloir ça, que quelque chose ne va pas chez moi parce que je suis content comme je suis. Et nous avons travaillé ensemble sur cette culpabilité. Et progressivement, Bernard a réalisé que sa réticence venait d'un endroit très sage. Il me disait, vous savez Christophe, j'ai été marié pendant 40 ans, c'était une bonne vie, j'aimais ma femme. Mais maintenant que je vis seul, j'ai découvert des aspects de moi-même que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer. Je me suis mis à la photographie, je pars en randonnée quand j'en ai envie, je passe des heures à lire sans avoir à me justifier. Et honnêtement, à mon âge, je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 10 ans, peut-être 20, si. J'ai de la chance et je veux passer ce temps à faire exactement ce que je veux faire, pas à construire une nouvelle relation qui va nécessairement impliquer des compromis. Cette histoire de Bernard illustre parfaitement ce que je veux vous faire comprendre. À ce stade de votre vie, vous avez gagné le droit de vivre exactement comme vous le souhaitez. Vous n'avez plus à construire, à prouver, à vous conformer. Vous pouvez simplement être, et si être signifie être seul, alors c'est parfaitement acceptable, c'est même admirable parce que ça demande du courage de résister à toutes ces voix qui vous disent que vous devriez être autrement. La 9e raison psychologique concerne quelque chose de très subtil mais de très important, votre capacité à maintenir votre paix intérieure et votre équilibre émotionnel. Après 60 ans, si vous avez fait un travail sur vous-même, si vous avez peut-être suivi une thérapie, pratiqué la méditation, lu des livres de développement personnel, vous avez probablement
atteint un certain niveau de stabilité émotionnelle, vous connaissez vos déclencheurs, vous savez comment vous réguler, vous avez développé des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété, vous avez créé une vie qui soutient votre bien-être mental, et entrer dans une relation, c'est inévitablement introduire une nouvelle source de perturbation émotionnelle dans ce système soigneusement équilibré. Parce que voyez-vous, même les meilleures relations, même les plus saines, impliquent des hauts et des bas émotionnels. Il y a les moments de joie, bien sûr, mais il y a aussi les inévitables frustrations, les déceptions, les conflits, les moments où l'autre personne ne répond pas à vos besoins, où vous devez gérer ces humeurs et ces problèmes. Et la question devient, est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que les moments de joie que pourrait vous apporter une relation compensent vraiment la perte de cette paix intérieure que vous avez mis tant de temps à construire? Et pour beaucoup de quoi? Femmes, la réponse honnête est non. Elles ont découvert que la paix et la stabilité qu'elles ont trouvées dans la vie en solo sont plus précieuses que les montagnes russes émotionnelles d'une relation. Il y a quelque chose d'autre que je veux aborder ici, quelque chose dont on ne parle presque jamais, mais qui est très réel, le coût émotionnel de devoir potentiellement vivre un autre deuil. Si vous avez déjà perdu un partenaire, que ce soit par divorce ou par décès, vous savez à quel point c'est douloureux. Vous savez combien de temps il faut pour s'en remettre, pour reconstruire votre vie, pour retrouver votre équilibre. Et l'idée de potentiellement revivre ça, parce que statistiquement, à 60 ans, vous allez probablement survivre à un nouveau partenaire masculin, cette idée peut être tout simplement trop lourde à porter. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une évaluation réaliste de votre capacité émotionnelle et de ce que vous êtes prêt à risquer. Et si votre conclusion est que vous ne voulez plus jamais revivre cette douleur, que vous préférez investir votre amour dans des relations qui ont moins de risques de se terminer de manière aussi dévastatrice, alors c'est un choix parfaitement rationnel et sain. La 10e et dernière raison psychologique que je partageais avec vous est peut-être la plus importante de toutes, et c'est simplement le droit fondamental à l'authenticité, à vivre une vie qui reflète vraiment qui vous êtes, plutôt qu'une vie qui correspond aux attentes des autres. Et ici, je veux être très clair avec vous, si vous voulez vraiment une relation, si au fond de votre cœur, vous sentez que vous seriez plus heureuse avec un partenaire, alors bien sûr, vous devriez poursuivre cela, mais si la seule raison pour laquelle vous cherchez une relation, c'est parce que vous pensez que vous devriez, parce que vos enfants s'inquiètent, parce que vos amis en couple vous regardent avec pitié, parce que la société vous fait sentir que vous êtes incomplète, sans partenaire, alors s'il vous plaît, arrêtez de vous torturer avec cette quête qui ne vient pas de votre propre désir authentique, mais de l'intériorisation des attentes sociales. Parce que voyez-vous, et c'est quelque chose que j'ai appris après des décennies de pratique clinique, le bonheur ne vient pas de faire ce que les autres pensent que vous devriez faire. Il vient de l'alignement entre votre vie extérieure et votre vérité intérieure. Il vient de cette sensation de congruence quand vous vous levez le matin et que vous vous dites « oui, c'est ma vie, c'est exactement comme je veux qu'elle soit ». Et si votre vérité intérieure vous dit que vous êtes plus heureuse seule, que vous épanouissez davantage sans partenaire, que vous avez enfin trouvé la paix et la liberté que vous cherchiez depuis toujours, alors honorez cette vérité, défendez-la, protégez-la contre toutes les voix extérieures qui essaient de vous convaincre du contraire. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre, quelque chose que je veux que vous entendiez vraiment. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous ressentez. Il y a des millions de femmes dans le monde qui font le même choix, qui décident consciemment de vivre sans partenaire après 60 ans et qui s'épanouissent dans ce choix, mais on n'en parle pas assez, on ne célèbre pas assez ces femmes parce que leur choix remet en question des normes sociales profondément ancrées, parce qu'ils suggèrent que peut-être les femmes n'ont pas besoin des hommes autant que la société patriarcale voudrait nous le prêter. Faire croire parce qu'ils démontrent que les femmes peuvent créer des vies riches, significatives, joyeuses, sans suivre le script traditionnel. Et vous savez, ce qui est ironique dans tout ça, c'est que souvent, les femmes qui vivent seules par choix après 60 ans sont perçues comme tristes ou à plaindre, alors qu'en réalité, beaucoup d'entre elles sont parmi les personnes les plus heureuses et les plus épanouies que je connaisse. Cette légèreté, cette liberté, cette joie de vivre qui vient du fait de vivre en totale authenticité. Elles ne portent plus de masque, elles ne jouent plus de rôle, elles sont simplement elles-mêmes dans toute leur glorieuse complexité et c'est magnifique à voir, c'est inspirant et ça devrait être célébré plutôt que pathologisé.
Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important, parce que je sais que certaines d'entre vous, en écoutant tout ça, se disent « Mais Christophe, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous encourager et, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que nous devrions renoncer à toute forme d'intimité, de connexion ?» Et la réponse est absolument pas. Ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je suis en train de dire que l'intimité et la connexion peuvent prendre beaucoup de formes différentes et qu'une relation de couple n'est qu'une de ces formes, pas nécessairement la meilleure ou la plus importante. Vous pouvez avoir une intimité profonde avec vos amis, vous pouvez avoir des conversations qui touchent votre âme, qui vous font vous sentir vraiment vue et comprise. Vous pouvez avoir de la tendresse et de l'affection physique à travers les câlins, les massages, le simple fait de tenir la main de quelqu'un. Vous pouvez avoir de la passion et de l'excitation à travers vos projets créatifs, vos engagements, vos découvertes. Vous pouvez avoir un sentiment d'appartenance à travers votre communauté, vos groupes, vos réseaux, et toutes ces formes de connexion sont tout aussi valides, tout aussi nourrissantes que ce que pourrait vous apporter une relation de couple, peut-être même plus parce qu'elles sont multiples et diversifiées, plutôt que concentrées sur une seule personne qui ne pourra jamais répondre à tous vos besoins. Et d'ailleurs, c'est un des grands mythes de l'amour romantique, cette idée qu'une personne peut être tout pour vous, votre meilleur ami, votre confident, votre partenaire sexuel, votre compagnon d'aventure, votre soutien émotionnel. C'est une attente irréaliste qui met une pression énorme sur les relations et qui mène souvent à la déception, alors qu'en réalité, nous avons différents besoins qui peuvent être mieux satisfaits par différentes personnes et différentes sources. Votre besoin d'intimité émotionnelle peut être mieux satisfait par vos amis proches qui vous connaissent depuis des d'années. Votre besoin de stimulation intellectuelle peut être mieux satisfait par votre club de lecture ou vos cours à l'université du troisième âge. Votre besoin d'aventure peut être mieux satisfait par vos voyageurs et ainsi de suite. Alors ce que je vous encourage à faire, ce n'est pas à vous isoler, mais à construire ce que les sociologues appellent un réseau social diversifié, à investir dans de multiples relations et activités qui ensemble créent une vie riche et satisfaisante. Et vous savez quoi ? Les recherches montrent que les personnes qui ont ce type de réseau diversifié sont souvent plus heureuses et en meilleure santé que les personnes qui mettent tous leurs œufs dans le panier d'une seule relation de couple. Parce que si cette relation a des problèmes, elles ont toujours d'autres sources de soutien et de connexion. Elles ne sont pas dépendantes d'une seule personne pour leur bien-être émotionnel. Et laissez-moi vous parler d'un concept que j'aime beaucoup et qui vient de la philosophie bouddhiste, mais qui a été intégré dans la psychologie moderne. C'est l'idée de l'interdépendance par opposition à la dépendance ou à l'indépendance totale. L'interdépendance reconnaît que nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de connexion avec les autres, mais que cette connexion peut et devrait être distribuée entre plusieurs personnes et plusieurs sources plutôt que concentrée sur une seule relation. C'est reconnaître que vous pouvez être une personne autonome et complète en vous-même tout en temps. Maintenant, des liens profonds et significatifs avec les autres. Et c'est exactement ce que je vous encourage à cultiver, cette capacité à être pleinement vous-même, à vous suffire à vous-même, tout en restant ouverte et connectée aux autres de manière qui enrichisse votre vie sans la définir. Maintenant, je veux aborder une objection que j'entends souvent. Des femmes me disent « Mais Christophe, qu'est-ce qui va m'arriver si je tombe malade? Qui va s'occuper de moi si je n'ai pas de partenaire ?» Et c'est une peur légitime, c'est une préoccupation réelle, mais laissez-moi vous poser une question en retour. Est-ce qu'avoir un partenaire garantit vraiment que vous serez bien soigné si vous tombez malade? Parce que la réalité, c'est que ça dépend entièrement de la personne et de la qualité de votre relation. J'ai vu des femmes mariées qui ont été très mal soignées par leur mari quand elles sont tombées malades, des hommes qui étaient émotionnellement absents ou qui ne savaient tout simplement pas comment prendre soin de quelqu'un. Et j'ai vu des femmes célibataires qui avaient construit des réseaux de soutien tellement solides qu'elles ont été
magnifiquement accompagnés à travers la maladie par leurs amis, leurs voisins, leur communauté. La question n'est donc pas vraiment d'avoir ou pas partenaire. La question est d'avoir ou pas un réseau de soutien solide, et vous pouvez construire ce réseau de multiples façons, en cultivant des amitiés profondes, en restant connecté avec votre famille étendue, en vous impliquant dans votre communauté locale, en rejoignant des groupes et des organisations, en créant des relations de réciprocité où vous aidez les autres et ils vous aident en retour. Et en fait, les recherches montrent que les femmes sont généralement beaucoup meilleures que les hommes pour construire et maintenir ces réseaux de soutien. C'est une de vos forces, alors utilisez-la, investissez dans ces relations, nourrissez-les, et vous aurez un filet de sécurité beaucoup plus solide qu'un seul partenaire qui pourrait lui-même tomber malade ou mourir avant vous. Et puis il y a aussi la question de planifier pratiquement pour votre vieillesse, et ici je vais être très concret. Si vous vivez seul, vous devez être proactif sur certaines choses, vous devez avoir vos affaires en ordre, un testament clair, une procuration pour les décisions médicales données à quelqu'un en qui vous avez confiance, peut-être explorer des options de logement comme les colocations seniors ou les communautés de retraite qui offrent différents niveaux de soins, mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous payer de l'aide si nécessaire. Et oui, ça demande de la planification et de l'organisation, mais franchement, ça demande aussi de la planification et de l'organisation quand vous êtes en couple, et au moins quand vous êtes seul, vous avez le contrôle total sur ces décisions. Vous n'avez pas à négocier ou à vous battre avec un partenaire qui a des idées différentes sur comment et où vous devriez vieillir. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et c'est le modèle que vous offrez aux générations plus jeunes en vivant authentiquement selon vos propres termes. Vous savez, il y a tellement de jeunes femmes aujourd'hui qui se débattent avec ces mêmes questions. Qui se demandent si elles doivent vraiment suivre le script traditionnel de trouver un partenaire, se marier, avoir des enfants, qui se demandent s'il est acceptable de vouloir autre chose. Et quand elles vous voient, vous, les femmes de 60 ans et plus qui vivaient des vies riches et épanouies, sans partenaire qui rayonnait de confiance et de joie, qui est active et engagée et passionnée, vous leur montrez qu'il y a d'autres façons de vivre, vous leur donnez la permission d'imaginer des futurs différents pour elles-mêmes, et c'est incroyablement précieux. Parce que, voyez-vous, chaque fois qu'une femme a le courage de vivre différemment, de remettre en question les normes sociales, de créer sa propre définition du bonheur et de la réussite, elle rend ce chemin un peu plus facile pour toutes les femmes qui viendront après elle. Elle élargit l'espace de ce qui est considéré comme acceptable et possible, et c'est un cadeau magnifique à offrir. Alors, en vivant votre vie exactement comme vous le souhaitez, en refusant de vous conformer aux attentes qui ne vous conviennent pas, vous ne faites pas que prendre soin de vous-même. Vous participez aussi à un changement social plus large. Vous faites partie de cette révolution silencieuse de femmes qui redéfinissent ce que signifie bien vieillir, et c'est quelque chose dont vous pouvez être fiers. Et parlons aussi de la question de la sexualité, parce que je sais que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de femmes. Il y a cette idée que si vous n'avez pas de partenaire, vous devez renoncer à toute vie sexuelle, et c'est tout simplement faux. D'abord, comme je l'ai mentionné plus tôt, la sexualité en solo est une forme tout à fait valide et satisfaisante de sexualité, et les femmes de votre génération ont la chance de vivre à une époque où il existe toutes sortes d'outils et de ressources pour explorer et enrichir cette sexualité solitaire, des vibromasseurs sofistiqués, de la littérature érotique de qualité, des communautés en ligne où vous pouvez partager et apprendre, et il n'y a absolument aucune honte à utiliser ces ressources. Au contraire, c'est prendre soin de cet aspect important de votre bien-être. Mais aussi, et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, vous pouvez avoir une vie sexuelle avec des partenaires sans être dans une relation de couple engagée. Il y a de plus en plus de femmes de votre génération qui explorent des arrangements comme les amis avec bénéfice, les relations occasionnelles, les aventures de vacances, et qui trouvent que ça leur convient parfaitement parce que ça leur permet de satisfaire leurs besoins sexuels sans les complications et les compromis d'une relation. Maintenant, je sais que pour certaines d'entre vous, cette idée peut sembler choquante ou
inconfortable. Et c'est tout à fait OK. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez faire ça si ça ne vous correspond pas. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement que les options sont beaucoup plus diverses et nuancées que le choix binaire entre relation de couple engagée ou chasteté totale. Et que vous avez le droit d'explorer et de créer l'arrangement qui vous convient le mieux. Et vous savez, ce qui est fascinant, c'est que quand vous libérez les femmes de la pression de devoir trouver une relation, quand vous leur donnez la permission de vivre comme elles le souhaitent, vraiment, beaucoup d'entre elles découvrent des aspects d'elles-mêmes qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion d'explorer. J'ai une patiente qui a 62 ans, a découvert sa passion pour la randonnée en montagne et qui maintenant passe plusieurs mois par an à faire des treks dans différents pays. Elle me dit que jamais elle n'aurait pu faire ça si elle était en couple parce qu'elle aurait dû tenir compte des préférences et des limitations de son partenaire. J'ai une autre patiente qui a commencé à peindre à 65 ans et qui maintenant expose ses œuvres dans des galeries locales. Elle me dit que la solitude lui donne l'espace mental et émotionnel dont elle a besoin pour créer, que quand elle vivait avec son ex-mari, elle était constamment interrompue et distraite. Et ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont représentatives de ce qui se passe quand les femmes s'autorisent enfin à se mettre au centre de leur propre vie, quand elles arrêtent de se définir en relation avec les autres et commencent à se définir par leurs propres passions, leurs propres intérêts, leurs propres rêves. Il y a cette floraison, cette explosion de créativité et de vitalité, et c'est magnifique à voir. Et vous savez quoi, cette vitalité, cette joie de vivre, c'est exactement ce qui vous garde jeune, pas au sens superficiel de paraître jeune, mais au sens profond d'avoir. Cette énergie, cette curiosité, cet engagement avec la vie qui caractérise la vraie jeunesse d'esprit, parce que voyez-vous, et c'est quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique, les personnes qui vieillissent le mieux, qui maintiennent leur vitalité et leur joie de vivre le plus longtemps, ce ne sont pas nécessairement celles qui sont en couple, ce sont celles qui ont trouvé un sens et un but dans leur vie, qui restent engagées et actives, qui continuent à apprendre et à grandir, qui maintiennent des connexions sociales riches, qui prennent soin de leur santé physique et mentale, et toutes ces choses, vous pouvez les faire que vous soyez en couple ou seul. En fait, vous pouvez souvent les faire mieux quand vous êtes seul parce que vous avez plus de temps, plus d'énergie, plus de liberté pour vous y consacrer. Et maintenant, je vais aborder quelque chose de très important. Comment gérer la pression sociale et les jugements que vous allez inévitablement rencontrer si vous choisissez de rester sans partenaire. Parce que soyons honnêtes, même si les mentalités évoluent, il y a encore beaucoup de gens qui vont vous regarder avec pitié, qui vont faire des commentaires bien intentionnés mais blessants, qui vont essayer de vous arranger des rencontres, qui vont vous traiter comme si vous étiez un problème à résoudre. Et ça peut être vraiment difficile à gérer. Ça peut vous faire douter de votre choix, ça peut vous faire sentir seul, même quand vous êtes entouré de gens. Alors voici ce que je recommande. D'abord, développer une réponse claire et ferme que vous pouvez utiliser quand les gens vous posent des questions indiscrètes sur votre vie amoureuse. Quelque chose comme « je suis très heureuse », comme « je suis merci de t'en préoccuper », où j'ai une vie riche et satisfaisante et je n'ai pas besoin d'un partenaire pour être complète. Dites-le avec assurance, avec un sourire. Et puis, changez de sujet. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à expliquer vos choix à des gens qui ne les comprendront probablement pas, de toute façon. Votre vie vous appartient et vous seul avez à rendre des comptes à vous-même. Deuxièmement, entourez-vous de gens qui vous soutiennent et qui respectent vos choix. Si vous avez des amis qui persistent à vous traiter comme si vous étiez à plaindre, qui insistent pour vous présenter des hommes malgré vos objections, qui ne peuvent pas accepter que vous êtes heureux seul, alors peut-être que vous devez mettre de la distance avec ces personnes et investir davantage dans les relations avec des gens qui vous voient et vous apprécient tel que vous êtes. Cherchez des communautés de femmes qui partagent votre perspective, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, et espace où vous pouvez être vous-même sans jugement, où votre choix de vie est normalisé et célébré plutôt que pathologisé. Troisièmement, faites un travail continu sur votre propre estime de vous-même et votre confiance en vos choix. Parce que la vérité, c'est que les jugements des autres ne peuvent vous atteindre que dans la mesure où vous avez vous-même des doutes,
Si vous êtes vraiment solide dans votre conviction que votre vie est exactement comme vous la voulez, si vous savez au fond de vous que vous faites les bons choix pour vous-même, alors les commentaires des autres vont glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ils peuvent être agaçants, mais ils ne vont pas vous ébranler. Alors continuez à vous rappeler pourquoi vous avez fait ce choix. Continuez à noter toutes les façons dont votre vie est meilleure grâce à ce choix. Continuez à cultiver la gratitude pour la liberté et la paix que vous avez trouvée. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand vous êtes vraiment confiante et heureuse dans votre choix, les gens arrêtent de vous questionner, ils voient votre épanouissement, ils voient votre joie de vivre. Ils ne peuvent plus vous regarder avec pitié parce que c'est évident que vous n'êtes pas à plaindre. En fait, parfois, ils commencent même à vous envier un peu. Ils voient votre liberté et ils se demandent secrètement si peut-être ils ne seraient pas plus heureux eux aussi s'ils avaient le courage de vivre différemment. Alors soyez ce modèle, soyez cette femme radieuse qui démontre par son existence même qu'il y a d'autres façons de vivre et de s'épanouir. Maintenant, je veux parler de quelque chose de très concret et pratique. Comment structurer votre vie quotidienne pour maximiser votre bien-être quand vous vivez seul, parce que même si vous avez fait le choix conscient de ne pas avoir de partenaire, il y a des défis spécifiques à la vie faire face, d'abord, il y a la question de la routine et de la structure. Quand vous vivez seul, il n'y a personne d'autre pour créer de la structure dans votre journée. Vous devez être proactif pour créer des routines qui soutiennent votre bien-être. Ça peut être aussi simple qu'avoir une heure fixe pour vous lever et vous coucher, planifier vos repas pour vous assurer de bien manger, même quand vous êtes seul, avoir des activités régulières qui vous sortent de la maison et vous mettent en contact avec d'autres personnes. Et parlons justement de la solitude parce que c'est différent de la vie en solo. Vous pouvez vivre seul et ne jamais vous sentir seul si vous avez une vie sociale riche, ou vous pouvez vivre en couple et vous sentir profondément seul si la relation n'est pas satisfaisante. La clé, c'est de construire activement des connexions sociales régulières. Et ici, je vais vous donner un conseil très concret. Essayez d'avoir au moins une activité sociale planifiée chaque jour. Ça ne doit pas être quelque chose d'énorme. Ça peut être aussi simple qu'un café avec une amie, un cours que vous suivez, du bénévolat, une promenade avec un groupe de marche. L'important, c'est d'avoir ce contact humain régulier qui vous rappelle que vous faites partie d'une communauté plus large. Et puis, il y a la question du toucher physique, parce que c'est un besoin humain fondamental que nous avons tendance à négliger quand nous parlons de la vie sans partenaire. Les recherches montrent que le toucher affectueux réduit le stress, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire. Alors, comment obtenir ce toucher quand vous n'avez pas de partenaire? Eh bien, il y a plein de façons. Vous pouvez vous faire masser régulièrement, rejoindre un cours de danse où il y a du contact physique, faire des câlins à vos amis, à votre famille, avoir un animal de compagnie que vous pouvez câliser. Et oui, je sais que ce n'est pas exactement la même chose que l'intimité physique avec un partenaire romantique, mais ça répond quand même à ce besoin humain fondamental de contact. Et d'ailleurs, parlons des animaux de compagnie, parce que pour beaucoup de femmes qui vivent seules, un animal peut être une source extraordinaire de compagnie, de structure, de but et d'amour inconditionnel. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'un chien ou un chat peut remplacer une relation humaine. Ce serait simpliste et faux. Mais ce que je dis, c'est qu'un animal peut enrichir votre vie de façon très significative. Il vous donne une raison de vous lever le matin, il vous oblige à sortir et à bouger. L'affection et de la compagnie sans jugement et sans complication. Alors si vous n'avez pas d'animal et que vous pensez que ça pourrait vous convenir, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Maintenant, je veux aborder une dimension spirituelle ou existentielle de tout ça, parce que pour beaucoup de femmes, la question de vivre avec ou sans partenaire touche à des questions plus profondes sur le sens et le but de la vie. Dans notre culture, nous avons tellement intériorisé l'idée que le sens de la vie se trouve dans les relations, particulièrement dans la relation de couple, que quand nous n'avons pas, ça nous pouvons nous sentir un peu perdus, comme si nous ne savions pas quel est le but de notre existence.
Et c'est là que je veux vous inviter à une réflexion plus profonde. Qu'est-ce qui donne vraiment du sens Qu'est-ce qui vous fait vous sentir connecté à quelque chose de plus grand que vous-même Qu'est-ce qui vous fait sentir que votre vie compte, que vous faites une différence Et pour beaucoup de femmes que j'ai accompagnées, les réponses à ces questions n'avaient rien à voir avec une relation de couple. Elles trouvaient du sens dans leur contribution à leur communauté, dans leur créativité, dans leur connexion avec la nature, dans leur spiritualité, quelle qu'elle soit, dans la transmission de leur sagesse aux générations plus jeunes, dans la poursuite de la connaissance et de la compréhension, dans la culture de la beauté sous toutes ses formes. Et quand elles réalisaient ça, quand elles comprenaient que leur vie avait déjà du sens et du but indépendamment de leur statut relationnel, c'était incroyablement libérateur. Elles n'avaient plus besoin d'une relation pour sentir complète ou pour sentir que leur vie valait la peine d'être vécue. Et je veux aussi parler de la pratique de la pleine conscience et de la méditation, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment transformer votre expérience de la vie en solo. La pleine conscience vous apprend à être présente à votre expérience telle qu'elle est, plutôt que de toujours la comparer à ce qu'elle devrait être. Elle vous apprend à apprécier les petits moments de beauté et de joie dans votre vie quotidienne. Elle vous aide à développer une relation plus aimante et plus compatissante avec vous-même. Et tout ça est particulièrement précieux quand vous vivez seul, parce que ça transforme la solitude d'une expérience potentiellement négative en une opportunité de présence et de paix. J'encourage toutes mes patientes à développer une pratique régulière de méditation, même si c'est juste 10 minutes par jour, parce que les bénéfices sont énormes: réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de l'humeur, meilleure régulation émotionnelle, augmentation de la compassion envers soi-même et envers les autres. Et quand vous méditez régulièrement, vous développez cette capacité à être bien dans votre propre compagnie, à apprécier le silence et la solitude plutôt que de les fuir. Et ça change tout. Ça fait que vivre seul devient non pas quelque chose que vous endurez, mais quelque chose que vous appréciez vraiment. Et maintenant, je veux parler de quelque chose qui peut sembler contradictoire, mais qui est en fait très important. Même si vous avez choisi de ne pas avoir de partenaire, il est crucial de rester ouverte aux possibilités de ne pas vous fermer complètement. Parce que la vie est imprévisible et vous ne savez jamais ce qui peut se présenter. Peut-être que dans 5 ans, vous rencontrerez quelqu'un qui sera tellement extraordinaire, tellement aligné avec qui vous êtes, que vous voudrez faire de la place pour cette personne dans votre vie. Et ce serait dommage de passer à côté de ça simplement. Parce que vous aviez décidé une fois pour toutes que vous ne vouliez jamais de relation. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est de tenir votre choix de vivre seul légèrement plutôt que rigidement. De le voir comme un choix actif pour le présent plutôt que comme une décision gravée dans le marbre pour toujours. Dites-vous: je choisis de vivre seul maintenant parce que c'est ce qui me convient le mieux. Et si un jour ça change, si mes besoins ou mes désirs évoluent, je serai ouverte à reconsidérer. Cette attitude vous permet de profiter pleinement de votre vie actuelle sans vous sentir enfermé dans une position défensive. Et elle vous permet aussi de rester curieuse et ouverte à la vie plutôt que de vous rigidifier dans une identité de femme qui ne veut pas de relation, parce que nous sommes des êtres complexes et changeants, et ce qui est vrai pour nous aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Et c'est ok, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'évoluer. Et parlons aussi de la question de l'héritage et de ce que vous allez laisser derrière vous. Parce que je sais que pour certaines femmes sans enfants ou sans partenaire, il y a cette inquiétude de qui va se souvenir d'elles, de quelles traces elles vont laisser dans le monde. Et c'est une préoccupation légitime qui touche à notre besoin humain fondamental d'avoir un impact qui nous survit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre héritage n'est pas déterminé par le fait d'avoir ou pas un partenaire ou des enfants. Votre héritage, c'est l'impact que vous avez sur les vies que vous touchez. C'est la gentillesse que vous avez montrée, la sagesse que vous avez partagée, la beauté que vous avez créée, les causes que vous avez servies, les personnes que vous avez aidées. J'ai une patiente qui n'a jamais eu d'enfant et qui a vécu seule la majeure partie de sa vie adulte, mais elle a été professeure pendant 40 ans et elle a touché la vie de milliers d'élèves.
Certains d'entre eux viennent encore la voir des décennies plus tard pour lui dire à quel point elle a fait une différence dans leur vie. Et quand je lui ai demandé si elle regrettait de ne pas avoir eu de famille traditionnelle, elle m'a regardé avec cet air étonné. Elle m'a dit « Mais Christophe, j'ai eu des milliers d'enfants, peut-être que je ne les ai pas mis au monde, mais je les ai aidés à grandir et à devenir qui ils sont, comment est-ce que je pourrais regretter ça ?» Et elle avait absolument raison, son impact sur le monde était immense, même si ça ne prenait pas la forme traditionnelle. Alors si vous vous inquiétez de votre héritage, demandez-vous comment vous pouvez contribuer de manière significative pendant que vous êtes encore là, comment vous pouvez utiliser vos talents, votre expérience, votre sagesse pour faire une différence, et puis faites-le, investissez-vous, donnez de vous-même, créez quelque chose qui va durer. Et vous n'aurez plus à vous inquiéter d'être oublié parce que vous saurez que vous avez laissé le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Et maintenant, je vais aborder quelque chose de très pratique mais important, la question de votre santé physique et comment la maintenir quand vous vivez seul, parce que c'est vrai que quand vous avez un partenaire, il y a une certaine responsabilité mutuelle pour prendre soin de votre santé. Quelqu'un qui remarque si vous ne mangez pas bien, qui vous encourage à aller chez le médecin, qui vous rappelle de prendre vos médicaments. Et quand vous vivez seul, vous devez être votre propre gardienne de santé, vous devez être proactive et disciplinée. Alors voici quelques stratégies concrètes. D'abord, établissez des routines de santé régulières, des rendez-vous médicaux annuels que vous planifiez à l'avance, des routines d'exercice que vous faites avec d'autres personnes pour avoir de la responsabilité, des habitudes alimentaires saines que vous maintenez même quand vous mangez seul. Et justement, parlons de l'alimentation, parce que c'est un défi pour beaucoup de personnes qui vivent seules. Il est tentant de ne pas cuisiner de vrais repas quand vous êtes seul, de grignoter plutôt que de manger correctement, mais votre nutrition est tellement importante pour votre santé et votre bien-être. Alors, trouvez des stratégies qui fonctionnent pour vous. Peut-être cuisiner en grande quantité le week-end et congeler des portions, peut-être rejoindre un club de dîner où vous mangez avec d'autres personnes régulièrement, peut-être vous traiter comme une invitée d'honneur et dresser. Une belle table même quand vous mangez seul parce que vous méritez ce soin et cette attention autant que n'importe qui d'autre. Et l'exercice physique est aussi crucial, non seulement pour votre santé physique mais aussi pour votre santé mentale. L'exercice réduit la dépression et l'anxiété, améliore la qualité du sommeil, augmente l'énergie et vous aide à maintenir votre indépendance physique plus longtemps. Alors trouvez des formes d'exercice que vous aimez vraiment et faites-en une priorité non négociable dans votre vie. Et si possible, faites-le avec d'autres personnes parce que ça combine les bénéfices de l'exercice avec ceux de la connexion sociale. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est souvent négligé, mais qui est vraiment important. Votre environnement physique, l'espace dans lequel vous vivez, quand vous vivez seul, votre maison ou votre appartement devient vraiment votre sanctuaire. C'est l'espace qui reflète qui vous êtes et qui soutient votre bien-être. Alors investissez dans la création d'un espace qui vous nourrit vraiment, qui est beau selon vos propres critères, qui est confortable, qui est fonctionnel pour la vie que vous voulez vivre. Et vous savez, ce qui est merveilleux quand vous vivez seul, c'est que vous n'avez à faire de compromis avec personne sur la décoration, sur l'organisation, sur l'ambiance. Vous pouvez créer exactement l'espace que vous voulez. J'ai une patiente qui, après son divorce, a complètement redécoré sa maison dans des couleurs vives et joyeuses que son ex-mari détestait. Elle a transformé une chambre en atelier d'art. Elle a rempli la maison de plantes. Elle a accroché des œuvres d'art qui lui parlaient vraiment. Et elle me disait que chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle se sentait enveloppée par cet espace qui était vraiment le sien, qui reflétait vraiment qui elle était. Et ça contribuait énormément à son sentiment de bien-être et d'appartenance. Alors ne sous-estimez pas l'importance de créer un espace qui vous ressemble vraiment. Et maintenant, je veux aborder la question de l'argent parce que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de femmes. Il est vrai que financièrement, il peut être plus avantageux de vivre en couple parce que vous partagez les dépenses, mais ça ne veut pas dire que vivre seul est financièrement impossible. Ça veut dire que vous devez être stratégique et intentionnel dans la gestion de vos finances. Peut-être que vous devez vivre dans un espace plus petit, peut-être que vous devez être plus frugal dans certains domaines pour pouvoir vous permettre de vivre seul, peut-être que vous devez trouver des façons créatives de réduire vos dépenses comme la colocation avec une amie ou le partage de certains services. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Votre indépendance financière et votre liberté de vivre comme vous le souhaitez ont une valeur immense qui ne peut pas être mesurée uniquement en termes d'argent.
Oui, peut-être que vous auriez plus d'argent si vous viviez avec un partenaire qui contribue financièrement, mais à quel prix émotionnel et psychologique? Combien vaut votre paix d'esprit? Combien vaut votre liberté de faire exactement ce que vous voulez de votre temps et de votre espace? Combien vaut le fait de ne pas avoir à gérer les conflits et les compromis d'une relation? Pour beaucoup de femmes, la réponse est que ces choses valent bien plus que l'argent supplémentaire qu'elles pourraient avoir en couple. Et puis aussi la question de repenser votre relation à l'argent et à la consommation. Peut-être que vivre seul avec un budget plus serré vous invite à vivre de manière plus simple, plus intentionnelle, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment plutôt que sur l'accumulation de choses. Et il y a une vraie liberté et une vraie joie dans ce mode de vie plus simple, dans le fait de se rendre compte que vous n'avez pas besoin de beaucoup pour être heureuse, que le bonheur vient de l'intérieur et des connexions que vous cultivez plutôt que des choses que vous possédez. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est très important, comment gérer les moments difficiles quand vous vivez seul, parce que soyons réalistes, peu importe à quel point vous êtes heureuse de vivre seul, il y aura des moments difficiles, des moments de maladie, de chagrin, de peur, d'incertitude. Et dans ces moments, il peut être vraiment dur de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés. Alors comment faire face à ça? D'abord en reconnaissant que ces moments vont arriver et en planifiant à l'avance, en identifiant les personnes dans votre vie que vous pouvez appeler dans ces moments, créant une liste de stratégies d'adaptation que vous pouvez utiliser en vous rappelant que ces moments passent, qu'ils ne durent pas éternellement, et puis en développant une relation vraiment solide avec vous-même, une capacité à vous réconforter, à vous rassurer, à prendre soin de vous avec compassion, parce que voyez-vous, même si vous aviez un partenaire, il y aurait des moments où vous devriez faire face à des choses difficiles seul, parce que personne d'autre ne peut vraiment vivre vos émotions à votre place, personne d'autre ne peut résoudre vos problèmes intérieurs pour vous. Alors autant développer cette capacité à être votre propre meilleur ami, votre propre source de réconfort et de force. Et quand vous avez ça, quand vous savez vraiment comment prendre soin de vous-même dans les moments difficiles, alors vous devenez vraiment libre parce que vous avez plus peur de la solitude, vous savez que vous pouvez gérer quoi que ce soit qui se présente. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui vient de mon expérience de thérapeute. Les personnes qui ont développé cette capacité à s'autoréguler, à se réconforter elles-mêmes, à trouver des ressources en elles-mêmes dans les moments difficiles, ce sont souvent les personnes les plus résilientes, les plus fortes, les plus capables de faire face aux défis de la vie. Alors si vous vivez seul et que vous développez ces capacités, vous ne faites pas que survivre à la solitude, vous la transformez en une force créatrice. Vous devenez la source de votre propre sécurité, la gardienne de votre propre paix, et c'est là précisément que réside la liberté la plus pure. Ce n'est donc pas une question de rejeter les hommes ou l'amour, c'est une question de se choisir soi. De reconnaître qu'après 60 ans, après une vie souvent dédiée aux autres, à construire une famille, à soutenir une carrière, à faire des compromis, le temps est peut-être venu de construire la relation la plus importante de toutes, celle avec vous-même, à comprendre qu'il ne se trouve pas nécessairement dans le regard d'un autre, mais dans la clarté de votre propre regard sur le monde. Dans la joie d'un café pris en silence le matin, dans la liberté de changer d'avis, de voyager sur un coup de tête, de passer une journée entière à lire sans rendre compte à personne, votre vie n'est pas un chapitre qui se termine. C'est un nouveau livre qui commence et pour la première fois, vous en êtes l'unique auteur, vous tenez la plume. Vous décidez des personnages, de l'intrigue et surtout de la fin. Et cette fin peut être la plus belle, la plus sereine et la plus épanouissante de toutes. Une fin où l'héroïne se rend compte qu'elle n'avait pas besoin d'un prince pour être une reine. Elle était déjà une reine, il lui suffisait simplement de réclamer son trône. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes incomplète. Vous êtes un tout, à vous seul. Et votre vie, vécue selon vos propres termes, est une œuvre d'art. Je vous remercie de votre écoute. Prenez bien soin de vous.